Excusez-moi, j'ai eu un souci de micro, donc je vais reprendre depuis le début. S'il vous plaît, merci Mickaël d'avoir vu le problème. Est-ce que tout le monde peut désactiver son micro, s'il vous plaît, mis à part Mickaël Moya, qui est de Centaure Île-de-France et qui participe à distance à l'animation de ce webinaire. Le sujet du webinaire, c'est sur le risque routier professionnel, la prévention du risque routier professionnel. Donc, à côté de moi, j'ai Kevin Sévélec, qui est technicien et génie sécurité à la MET sur les secteurs de Noisy-le-Grand et Champigny-sur-Marne, et moi-même, Julien Toulard, technicien et génie sécurité également à la MET sur les secteurs de Rosny-sous-Bois, Montreuil et Vincennes. Le webinaire suivra le sommaire suivant. Dans un premier temps, on vous présentera le contexte. Donc, qu'est-ce qu'on entend par risque routier professionnel? Je présenterai quelques chiffres en termes d'accidentologie et en termes de personnes exposées au risque routier dans le cadre du travail, des personnes qui sont amenées à se déplacer régulièrement. Ensuite, on parlera des conséquences et des responsabilités, puisque c'est un risque d'accident du travail et donc l'entreprise a une certaine responsabilité vis-à-vis de cela, comme tout risque professionnel auquel les salariés peuvent être exposés au cours de leur travail. Ensuite, mon collègue Kevin présentera la démarche de prévention du risque routier en entreprise. On laissera un peu la parole à Mickaël Moya de Centaure Île-de-France. Kevin reprendra la parole pour parler des actions possibles que nous, services de prévention de la MET, pouvons faire auprès de nos entreprises adhérentes, donc auprès de vous, pour vous aider à mieux gérer le risque routier professionnel. Et donc, en fin de présentation, on laissera un temps d'échange. On pourrait réactiver les micros à ce moment-là et donc poser vos questions. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le module Q&R ou discussion pour poser vos questions par écrit. Donc, je vais commencer par le contexte. Alors, le risque routier professionnel est souvent un risque qui est mal appréhendé, sous-estimé par les entreprises et généralement mal géré. Il y a plusieurs raisons à cela, parce que pour certains employeurs, quand le salarié est au volant pour se déplacer chez un client, certains partent du principe qu'il ne peut pas gérer l'activité de travail de son salarié quand il se déplace, parce qu'il y a la notion de partage de l'espace public. Il est vrai que le salarié va circuler sur des voies de circulation, que ce soit des rues, des routes départementales, l'autoroute, etc. Et c'est un espace de travail qui est commun à énormément de gens et l'entreprise ne peut pas gérer cet espace-là. Et de plus, quand le salarié roule pour le travail, il partage l'espace avec des centaines, voire des milliers d'autres usagers de la route et l'entreprise et le salarié lui-même ne peut pas gérer le comportement de ces autres usagers de la route. Parfois, il peut y avoir une ambiguïté sur l'activité de conduite. Donc, on l'entend encore malheureusement chez certains employeurs. Il y a certains employeurs qui disent « Oui, mais bon, ce que fait mon salarié sur la route, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas et ça ne fait pas vraiment partie de son activité de travail. » Pourtant, si le fait de conduire pour se rendre chez un client ou faire une intervention ou aller sur un chantier ou livrer du matériel, c'est une activité de travail. Ça fait partie des tâches de travail du salarié pour qu'il puisse réaliser sa mission principale. C'est comme nous, mon collègue Kevin et moi-même, on intervient beaucoup en entreprise sur des questions liées à la sécurité. Et quand on va dans les entreprises, on va utiliser un véhicule pour aller à notre rendez-vous. Et ça, c'est un acte de conduite qui fait partie du travail. Et donc, comme c'est une tâche de travail, cette tâche de travail est sous la responsabilité de l'entreprise et il doit faire en sorte que les salariés se déplacent dans les meilleures conditions possibles, même s'il y a un certain nombre de paramètres, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'entreprise ne peut pas maîtriser. Il peut y avoir aussi parfois une ambiguïté sur le statut du véhicule, surtout quand c'est des véhicules dont l'entreprise est propriétaire. Il est facile pour l'entreprise de suivre l'entretien de ces véhicules. Mais par contre, quand le salarié utilise son propre véhicule personnel pour des déplacements professionnels, mis à part demander la carte grise du véhicule, l'entreprise a un peu de mal à suivre
le niveau d'entretien du véhicule personnel utilisé par le salarié, toujours dans le cadre de déplacement professionnel, puisqu'il ne peut pas, peut difficilement se permettre de vérifier le contrôle technique, de vérifier si les pneus de la voiture sont usés ou pas, parce que là, ce serait s'engager quand même dans la propriété privée du salarié. Il peut y avoir aussi parfois une ambiguïté sur les notions d'accident de trajet et d'accident de mission. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que dans les diapos suivantes, je vais vous parler de la différence entre les deux parce que pour certaines personnes, la notion n'est pas toujours évidente. Et comme tout accident du travail, le risque d'accident de la route lors d'un déplacement professionnel, qui est un accident du travail, et donc est soumis à plusieurs codes en même temps. Bien sûr, il y a le code du travail, mais il va y avoir aussi le code de la sécurité sociale, le code pénal ou le code civil en cas d'accident du travail grave. Il va y avoir le code des assurances et puis aussi, dans la spécificité du risque routier, il y a aussi le code de la route qui entre en compte, puisque qu'on se déplace pour le travail ou pas, on est tous amenés à respecter le code de la route quand on se déplace. Donc, j'ai dit que l'accident de la route dans le cadre d'un déplacement professionnel, c'est un accident du travail. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la définition de l'accident du travail, mais je vais y revenir rapidement dessus. Donc, c'est défini par le Code de la sécurité sociale et c'est un événement imprévu et ou incontrôlé, donc qui entraîne une blessure physique, qui a lieu pendant le temps de travail et l'activité de travail. Vu que conduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une activité de travail, s'il y a un accident pendant le déplacement, ce sera un accident du travail. Donc, on a plutôt tendance à parler d'accident de mission, donc un accident du travail qui a lieu lors d'un déplacement professionnel, qui se fait sous la responsabilité de l'employeur. Et comme tout accident du travail, cet accident-là va avoir une incidence directe sur le taux de cotisation AT-MP de l'entreprise. Il faut faire la différence avec l'accident de trajet, qui est différent, puisque c'est l'accident qui a lieu lors du déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, donc, ou le contraire. Donc, c'est un accident qui a lieu au moment de l'embauche ou au moment de la débauche. Et c'est aussi c'est l'accident qui peut avoir lieu pendant la pause déjeuner du midi, par exemple, lorsque le salarié se rend au restaurant pour déjeuner. Et là, donc, ce type d'accident, ces accidents-là doivent être déclarés par l'entreprise, mais ça n'a pas la même incidence sur le taux AT-MP, puisque là, c'est une incidence indirecte et c'est une mutualisation des coûts, enfin, c'est mutualisé en fonction du secteur professionnel et ou du secteur géographique. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont amenés à se déplacer pour le travail. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser les gens qui se déplacent pour le travail, ça va être les ambulanciers, les livreurs, les chauffeurs routiers, etc. Mais ce n'est pas seulement ces professions-là où les salariés sont amenés à se déplacer pour le travail. On voit dans cette enquête Summer de 2017, donc pour information, l'enquête Summer, c'est une enquête qui a lieu tous les 7 ans, où un certain panel de salariés français sont interrogés sur leurs conditions de travail. Et donc, il y a un certain nombre de questions sur le risque routier. Donc là, vous avez les chiffres de les années 2010 et 2017. On voit qu'il y a quand même 6 millions de salariés qui sont amenés à se déplacer dans le cadre du travail. Alors, bien sûr, à des durées plus ou moins variables, comme on le voit dans ce tableau-là. Il y a 1 800 000 salariés qui se déplacent moins de 2 heures par semaine pour le travail, donc ce n'est pas beaucoup. Par contre, on a des 2 millions de salariés qui se déplacent entre 2 et 10 heures et on a 700 000 salariés qui se déplacent plus de 20 heures par semaine pour le travail. Donc là, ce sera, à mon avis, probablement les professions liées au transport ou à la livraison. Toujours selon cette enquête, c'est pour vous montrer que il n'y a pas que le transport où il y a des déplacements professionnels. C'est vraiment les déplacements professionnels se font dans tous les secteurs professionnels. En tête de liste, c'est tout ce qui est l'administration publique, donc les 3 fonctions publiques, donc État, territorial et hospitalier.
Et on voit qu'il y a les métiers de la construction, donc du BTP, 700 000 salariés, ce qui est un peu logique puisque les salariés vont se déplacer sur le chantier pour réaliser leur travail. Le secteur médico-social aussi est très concerné. Donc, je ne vais pas détailler ligne par ligne, mais on voit quand même qu'il y a énormément de salariés qui sont amenés à se déplacer pour le travail. Donc là, on va rentrer dans l'accidentologie. Donc là, je parle de l'accidentologie de manière générale, que ce soit les déplacements professionnels ou les déplacements privés. Donc là, c'est des chiffres qu'on a tous vus plus ou moins dans les informations. Alors après, à voir sur… J'ai été un peu trop vite. Donc, si on regarde la répartition du nombre d'accidents sur l'année 2020 en fonction du mode de locomotion, donc on voit forcément que les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme, donc les voitures classiques, c'est là où il y a plus de décès, ce qui est logique puisque c'est le mode de locomotion qui est le plus utilisé. Et on voit que donc, tout ce qui est bien sûr. motorisés ou non motorisés sont très impactés par les décès puisque forcément ce sont des modes de locomotion qui sont moins protégés que les véhicules. Et on voit apparaître maintenant les autres modes de déplacement, 55 décès, donc ça correspond à tout ce qui est donc les EDMP, c'est équipements de déplacement personnel motorisé. Donc tout ce qui est les nouveaux modes de transport tels que la trottinette électrique, le gyropode, l'overboard, etc. Et donc on voit quand même 55 000 blessés sur l'année 2020. Là maintenant je vais faire un focus sur le risque routier. 25% des handicapés du travail, 14% des accidents du travail avec arrêt, avec une durée moyenne d'arrêt de travail de 70 jours, et ça représente également 5 millions de journées de travail par an perdues. Donc, c'est un risque quand même qui est très important et avec une gravité qui peut être très importante. Comme on l'a dit, c'est la première cause d'accident du travail mortel en France. Alors, la deuxième cause, c'est le risque de chute de hauteur. Donc là, si on voit les chiffres sur les accidents de la route dans le cadre du travail, il y a quand même environ chaque année 10 000 accidents où un salarié était impliqué lors d'un déplacement en déplacement professionnel et plus de 1 000 blessés chaque année. Et on voit donc plus de 100 personnes, 100 salariés sont décédés suite à un accident de la route lors d'un déplacement professionnel. Donc, il faut savoir qu'on est à environ 500 accidents du travail mortel en France par an. Alors, quand on parle de risque routier, on pense surtout au risque d'accident de la route. Oui, c'est la gravité la plus importante, c'est clair, mais il y a d'autres risques qui sont associés au risque routier. Il y a ce qu'on appelle les vibrations liées au véhicule, parce que c'est des salariés qui vont conduire plusieurs heures par jour, et donc le véhicule, quand il circule, il vibre. Donc, pour les véhicules de société, enfin les véhicules de tourisme classiques, les niveaux vibratoires sont très faibles et donc n'impactent pas l'exposition à ce risque-là pour les salariés conducteurs. Par contre, sur certains anciens véhicules poids lourds, il peut y avoir un problème au niveau des amortissements et donc le conducteur peut être exposé à des vibrations assez importantes, surtout en fonction du type de route, et qui peuvent avoir un impact au niveau des lombalgies, etc. Il ne faut pas négliger également le risque bruit, tout ce qui est lié au moteur et aux circulations aux alentours. Donc, il n'est pas rare de voir certains chauffeurs poids lourds ou chauffeurs-livreurs avec une légère perte d'audition sur l'oreille gauche, puisqu'ils roulent souvent avec la vitre côté conducteur baissée, et donc ils se prennent énormément de bruit dans les oreilles. Et j'ai vu récemment également un moniteur d'auto-école qui disait avoir une perte d'audition sur l'oreille droite, puisqu'il est tout le temps côté passager quand il fait ses leçons de conduite. La température, notamment la chaleur, est aussi un risque à prendre en compte. Donc, on ne parle pas trop du froid parce qu'en général, les véhicules ont un chauffage intégré, mais par contre, tous les véhicules ne sont pas équipés d'un système de climatisation. Et on voit que malheureusement, suite à cet été ou aux années précédentes, les périodes de canicule se faisant plus en plus présentes,
d'où la nécessité de protéger les salariés qui conduisent pour le travail, faire en sorte qu'ils aient des véhicules équipés. Il y a le risque lié à l'éclairage, aux ambiances lumineuses, donc principalement pour tout ce qui est conduite de nuit, avec les risques d'éblouissement et aussi les conditions météorologiques de manière générale, où on peut avoir une mauvaise visibilité. Donc, ça peut accroître le risque d'accident de la route, mais aussi ça accroît pardon, le risque de fatigue visuelle. Ensuite, on retrouve tout ce qui est posture de travail, donc mauvaise posture, le fait de rester assis pendant plusieurs heures à conduire un véhicule. On le voit tous quand on fait des longs trajets, donc parfois on peut avoir mal au dos, etc. Donc, il est important, quand vous choisissez des nouveaux véhicules pour vos salariés, de prendre en compte l'ergonomie du siège et le fait aussi que le salarié puisse régler convenablement son siège en fonction de sa morphologie. Maintenant, la plupart des véhicules, même je dirais la quasi-totalité des véhicules, sont équipés de sièges de conduite plus ou moins ergonomiques. Il y a également le risque chimique. Donc, on conduit dans un environnement sur la route qui est un peu quand même pollué. Donc, les salariés peuvent être exposés à des gaz d'échappement, à des vapeurs de carburant et aussi le stress au travail, tout ce qui est risques psychosociaux. Donc, conduire, ça peut être stressant. Pour plusieurs raisons, parce que ça peut être lié à l'organisation du travail. Donc là, l'entreprise peut travailler sur l'organisation du travail pour améliorer les conditions de circulation. Aussi, on voit sur certains chauffeurs-livreurs, donc il faut qu'ils respectent les délais, arriver à temps à tel endroit pour donner ses colis. Donc, ça peut être une source de stress. Conduire, c'est avoir une vigilance permanente. Donc, c'est une source de stress. Et bien sûr, les conditions de trafic ou météorologiques ont forcément aussi un impact sur notre conduite et donc notre vigilance. Je passe au deuxième chapitre, donc tout ce qui est conséquences et responsabilités. Donc, comme tout accident du travail, donc l'accident de la route dans un déplacement, lors d'un déplacement professionnel aura des conséquences humaines pour l'entreprise. Alors, comme on l'a vu, c'est des accidents qui peuvent avoir une gravité extrême, qui peut aller jusqu'au décès, donc blessures, handicap, des arrêts de travail plus ou moins longs. Et bien sûr, quand ce salarié est absent, il faut pouvoir le remplacer, ce qui n'est pas toujours évident. Et aussi, ça peut être d'autant plus problématique pour l'entreprise si ce salarié a des compétences particulières spécifiques où il peut être difficilement remplaçable sur certaines tâches de travail. Forcément, un accident du travail de manière générale aura un impact financier pour l'entreprise en termes d'augmentation des cotisations sociales, comme je l'avais présenté tout à l'heure, augmentation aussi de la police d'assurance automobile, parce que toute entreprise, quand elle a des salariés qui se déplacent pour le travail ou quand elle a une flotte automobile, elle doit assurer ses véhicules. Et si l'assureur voit qu'il y a beaucoup de constats, c'est comme à titre privé, il va y avoir une augmentation de la police d'assurance. Les frais de justice, les frais liés au remplacement du salarié absent, parce que quand le salarié est absent, il faut soit faire appel à un intérimaire ou faire appel à un CDD, donc c'est un coût financier qui se rajoute. Et bien sûr, les frais de justice, surtout s'il y a une poursuite au pénal ou au civil de l'entreprise suite à un accident de la route grave dans lequel un de ses salariés a été impliqué. Donc, il peut y avoir des condamnations, des amendes, et ça peut aussi ternir l'image de l'entreprise si la rumeur circule autour de l'entreprise, comme quoi dans cette entreprise, les salariés ont beaucoup d'accidents de la route, beaucoup d'accidents du travail. L'entreprise va peut-être avoir un peu de mal à recruter de nouveaux salariés, et puis aussi, ça peut ternir son image auprès de ses clients ou de ses partenaires. Donc, comme je l'ai dit en préambule, l'entreprise a une certaine responsabilité vis-à-vis de plusieurs codes. Donc, forcément, le code principal, c'est le code du travail. Donc, je ne vais pas lire l'article dans le code du travail, mais donc, il faut savoir que quand même, l'entreprise doit faire tout ce qui est possible pour protéger la santé physique et psychologique de ses salariés. Et il a une obligation de moyens et de résultats
en termes de prévention des risques professionnels pour ces salariés dans leur cadre de leur travail. Donc, il a aussi une responsabilité vis-à-vis du code de la route. Alors, ce n'est pas parce que le salarié a un accident de la route que c'est lors de son déplacement professionnel que c'est le problème du salarié et que l'entreprise n'a rien à y voir. Il faut savoir que si, on verra des exemples un peu plus tard, si l'employeur oblige d'une certaine manière le salarié à avoir un comportement dangereux sur la route lié à l'organisation du travail, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. Comme le dit cet article du Code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans le cadre de la conduite. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en tant que préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail, décider que le paiement des amendes sera fait par l'entreprise. Parce que le tribunal aura déterminé que l'entreprise a eu une certaine responsabilité dans l'accident de la route dans lequel son salarié a été impliqué. Alors, on le sait tous depuis 2017. Donc, avant 2017, quand une voiture d'entreprise était flashée par un radar automatique, donc l'entreprise recevait les contraventions directement. Beaucoup d'entreprises payaient les amendes, mais ne dénonçaient pas le salarié qui avait commis la faute. Parce que c'était d'une certaine manière, c'était de protéger son salarié et faire en sorte qu'il ait toujours ses points sur son permis de conduire. Maintenant, depuis le 1er janvier 2017, ça c'est interdit. Quand une amende, enfin une contravention est envoyée à l'entreprise, l'entreprise est obligée de dénoncer le salarié qui a commis l'infraction et donc le salarié incriminé perdra les points pour lesquels il a été en faute. Et donc, en cas de non-respect de cette règle par l'entreprise, il y a une amende qui est prévue par le code. Donc, comme on l'a dit, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée en cas d'accident de la route grave, peut être impliquée pour homicide ou blessure involontaire, si celui-ci a commis une faute étant à l'origine directement ou indirectement de l'accident. Je présenterai quelques exemples tout à l'heure. Et aussi, on dépend du Code civil. Donc, suite à un accident de la route impliquant un salarié conduisant dans le cadre du travail, la responsabilité civile de l'employeur peut être engagée pour les dommages qui ont été causés à des tiers. Le Code des assurances. Donc, comme je l'ai indiqué, l'entreprise doit assurer les véhicules de sa société en cas d'accident ou en cas de sinistre. Et comme tout contrat d'assurance, il y a des clauses d'exclusion. Et dans ces clauses d'exclusion, la société d'assurance permettra de ne pas dédommager l'entreprise si le salarié qui conduisait le véhicule n'avait pas les certificats ou les permis en cours de validité, ou si le transport des personnes ou des matériaux n'ont pas été faits dans les conditions de sécurité minimales, c'est-à-dire si le véhicule présentait un défaut de pneumatique ou de défaut de contrôle technique, la société d'assurance pourrait se permettre de ne pas rembourser l'entreprise, de ne pas dédommager l'entreprise. Donc, des exemples de responsabilité de l'employeur dans le cadre d'accident de la route dans laquelle ses salariés étaient impliqués. Si l'organisation du travail oblige d'une certaine manière les salariés à avoir un comportement à risque sur la route, la responsabilité pénale ou civile de l'employeur peut être engagée. Un exemple, si on a un salarié, un livreur doit faire une livraison à 9 h du matin à Montreuil et que l'employeur lui demande il faut que tu sois après à 9 h 30 à Nanterre pour faire une autre livraison urgente. On sait tous que les conditions de circulation en région parisienne, surtout à cette heure-là, c'est quasiment impossible d'être à 9 h 30 à Nanterre. Et donc, le salarié qui veut bien faire, qui veut bien se faire voir, entre guillemets, auprès de son employeur, s'il veut essayer de le faire, il va commettre un certain nombre d'infractions sur la route, donc conduire vite, ne pas respecter les limites
de vitesse, griller des priorités, griller des feux, des slots, etc. Et s'il y a un accident à ce moment-là, alors, suite à l'enquête, bien sûr, la responsabilité du salarié sera engagée parce qu'il a eu une conduite à risque, mais la responsabilité de l'entreprise pourra être engagée parce qu'il a obligé son salarié à avoir un comportement à risque. Il peut y avoir aussi une mise en cause de la responsabilité de l'entreprise lorsque l'organisation du travail incite les salariés à utiliser leur téléphone professionnel dans le cadre de la conduite. C'est un cas qu'on voit souvent chez les commerciaux itinérants, donc qui enchaînent des visites, des rendez-vous chez les clients en physique. Et donc, comme ils n'ont pas forcément le temps de faire leurs tâches administratives ou de répondre au téléphone à leurs clients, si un client a appelé pendant son premier rendez-vous, pour gagner du temps, ce qu'il va faire, le salarié, enfin le commercial, va passer un coup de fil à son client pendant qu'il fait son deuxième déplacement. Et donc, c'est une organisation du travail. Si l'entreprise n'organise pas le temps de travail de manière à ce que le salarié puisse appeler ses clients sans la période de conduite, hors période de conduite, donc effectivement, là, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. La responsabilité de l'entreprise peut être engagée également lorsqu'il y a un défaut d'entretien sur les véhicules de la société, que ce soit donc, les pneus ou les freins, ou les surcharges des véhicules pour le non-respect du PTAC, donc le poids total autorisé en charge, ou lorsqu'il y a absence de contrôle technique valide sur les véhicules de société. Donc là, si un salarié est impliqué dans un accident de la route et qu'on voit que son véhicule professionnel était mal entretenu, là encore une fois, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. Et aussi, la responsabilité peut être engagée en cas d'absence de vérification de la validité des permis de conduire. Ça, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas forcément conscience, mais si vous avez un salarié qui n'a plus son permis et qui ne vous prévient pas et qui utilise un véhicule de société ou son véhicule personnel pour un déplacement professionnel, et s'il a un accident, alors bien sûr, sa responsabilité personnelle sera engagée parce qu'il conduisait sans permis de conduire valide, mais la responsabilité de l'entreprise pourra être engagée parce qu'il n'a pas vérifié que son salarié était en capacité de conduire. Pour répondre à ça, il y a des entreprises qui utilisent des sortes d'attestations annuelles. Ouais. En gros, ça dit quoi? J'atteste sur l'honneur que j'ai encore des points sur mon permis, sachant qu'on n'a pas le droit de demander le nombre de points, mais on peut demander s'il est toujours titulaire de son permis de conduire. Ça, on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, quand on parle de conduite, il y a le risque lié à l'alcool, qui est quand même l'alcool au volant est une des premières causes d'accidents de la route en France. Donc, l'entreprise a la possibilité de procéder à des contrôles d'alcoolémie, parce qu'il est noté dans le code du travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Donc, l'entreprise peut procéder à des contrôles d'alcoolémie ou de consommation d'autres drogues, mais c'est fait quand même sous certaines conditions. La première condition, c'est que ça doit être écrit noir sur blanc et clairement dans le règlement intérieur de l'établissement. Et on peut, même si c'est écrit dans le règlement intérieur de l'établissement, on ne peut pas se permettre de faire un contrôle d'éthylotest, d'alcoolémie pour tous les salariés de l'entreprise. Il faut que le poste de travail soit concerné par un risque quand même avéré. Donc, un poste de travail où un état d'ivresse constituerait un danger pour le salarié ou son entourage. Donc, bien sûr, lors de la conduite de véhicule, si le salarié va se déplacer chez un client, ou lors de l'utilisation de machines dangereuses, comme par exemple tout ce qui est scie dans une menuiserie. Et bien sûr, le salarié a la possibilité de procéder à une contre-expertise pour contester éventuellement le résultat de l'éthylotest fait par l'entreprise. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé de la responsabilité de l'entreprise face aux risques routiers. Mais bon, il faut savoir que, évidemment, le salarié, même si on a un peu parlé, a quand même sa responsabilité en tant que personne. Donc, déjà, en tant que salarié, il est tenu de respecter les consignes et les mesures de prévention qui ont été mises en place par l'entreprise. Et ensuite,
il est bien entendu tenu de respecter le code de la route, parce que conduire pour le travail ne dédouane pas le salarié de respecter le code de la route. Donc, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, nous sommes tous tenus de respecter le code de la route quand nous nous déplaçons. Et bien sûr, en cas d'accident de la route dans lequel il est impliqué, sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale peuvent être engagées en cas d'accident grave. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Kevin qui va vous parler des mesures de prévention. Donc là, on va être parti sur la démarche de prévention au sein de l'entreprise. Donc, on va vraiment parler comment on peut mettre en place des moyens de prévention dans l'entreprise au niveau du risque routier. Sachant que la première des étapes, et on verra ça un peu après, c'est de comprendre un petit peu qui utilise la voiture, pourquoi, les protocoles de communication, mais tout ça, on va en parler. On commence déjà par une première diapo avec le plan santé au travail. Pour faire simple, les plans santé au travail, ça met en valeur certains risques sur lesquels il faut travailler, donc des risques prioritaires. Le risque routier, ça fait déjà bien longtemps que c'est une priorité, on va dire en Île-de-France, mais dans toute la France. Comme l'avait dit mon collègue, c'est au niveau des taux de gravité, des taux d'accident et le taux de mortalité. Le risque routier, c'est un des accidents qui, on va dire, pose le plus de problèmes avec le plus de décès. Donc, l'objectif du plan de santé travail, c'était vraiment que les services de santé au travail vous accompagnent sur tout ce qui est action de sensibilisation, communication auprès des entreprises. Ça, c'est une petite étude qui a été faite donc sur 400 entreprises. L'étude était relativement simple, c'est est-ce que le risque routier était pris en compte dans le document unique, et s'il était pris en compte dans le document unique, c'était à quel point, hein, parce qu'une ligne dans le document unique, ça ne suffit pas nécessairement. Dire déplacement professionnel et par exemple procédure de déplacement, ça ne suffit pas nécessairement dans le document unique, c'est très léger quand même. Donc, il y avait à peu près 77% des entreprises interrogées qui avaient pris en compte le risque routier dans le document, 61%, excusez-moi, qui avaient pris le risque routier en compte dans le document unique. Donc ça fait quand même moins, on va dire, à peu près 2/3, pour faire simple, 2/3 des entreprises qui ont pris en compte le risque routier. Ensuite, est-ce qu'ils ont mis un plan de prévention en marche, c'est-à-dire formalisé? Il y en a seulement 32%. Quand on dit le plan de prévention, c'est-à-dire est-ce qu'on a mis en place des actions majeures pour réduire le risque routier? Ensuite, ce qu'on arrive à très souvent voir, c'est que 90% des entreprises suivent leurs véhicules. C'est-à-dire que les véhicules professionnels sont bien suivis par l'entreprise. Donc, quand on dit suivi, c'est tout simplement révision, changement des pneus. Ça, c'est très souvent organisé par l'entreprise. Sachant que si les véhicules appartiennent à l'entreprise, c'est à l'entreprise de s'occuper de tout ce qui est vérification. Par contre, si j'utilise mon véhicule personnel dans le cadre du travail, c'est à moi qu'incombe, on va dire, le suivi et l'entretien de mon véhicule. La sensibilisation des salariés, on a 52% qui étaient sensibilisés. Ce qu'on appelle sensibiliser, ça peut être une petite formation, une petite réunion ou une formation un peu plus importante. On a aussi beaucoup de chartes de bonne conduite pour les entreprises, à peu près 50% en avaient. Ce qu'on appelle des chartes, c'est en gros le salarié va signer une charte, il s'engage par exemple à ne pas utiliser le téléphone, à ne pas conduire si sous l'effet de l'alcool ou des éléments dans ce genre-là, sachant que c'est déjà bien d'avoir ces chartes-là, mais ça ne suffit pas. Ensuite, des formations ou des stages de conduite, à peu près 24% des entreprises ont déjà mis en place ça. Là, c'est un peu plus lourd, hein. Et ce sera plutôt notre collègue de Centaure qui vous présentera un type de formation à ce niveau-là. Donc, on voit déjà que le risque routier, il est plus ou moins pris en compte dans les entreprises. Déjà, il est dans le document unique pour à peu près le 2/3. Et en fonction des entreprises, il y en a beaucoup qui ont des chartes, qui ont des suivis de véhicules, mais comme on va le voir dans la démarche de prévention, l'objectif va être de réfléchir sur plusieurs points. Qu'est-ce qu'on fait et là où est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Donc, le document unique, le risque routier, comme l'avait dit mon collègue, c'est un document, c'est un risque comme tous les autres professionnels. C'est-à-dire que je prends ma voiture pour aller chez un adhérent, justement, et bien là, on est sur le risque professionnel, donc il doit apparaître nécessairement dans le document unique. Document unique, c'est simple, ça liste tous les risques professionnels auxquels vos salariés sont soumis et le risque routier doit apparaître à l'intérieur. Ça, c'est une obligation déjà depuis 2002. Donc, l'objectif du document unique, mais c'est ce qu'on va voir aussi sur le risque routier, c'est quels sont les moyens de prévention que je mets en place pour réduire les risques professionnels et surtout ceux que je pourrais mettre en place en plus.
Et l'objectif est d'avoir un document un petit peu vivant, c'est pareil sur le risque routier, c'est-à-dire que quand il y a des changements ou alors tous les ans, on essaie de réfléchir à tiens, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus. Mais le risque routier, comme l'avait dit mon collègue, c'est un risque comme les autres en termes de professionnels. Il faut qu'il soit traité. Si jamais dans le document unique, il n'y a pas le risque professionnel qui apparaît et qu'il y a un accident de la route, ça peut vous être critiqué de ne pas avoir fait apparaître le risque routier. Même pour une personne, si par exemple on prend une personne qui utilise sa voiture juste par exemple 30 minutes par semaine pour se déplacer, si c'est dans le cadre professionnel, ça doit aussi être indiqué. Donc là, on commence un petit peu le cœur de la démarche de prévention. Il y a 4 axes sur lesquels on va s'intéresser. Le premier axe, c'est l'organisation du travail. Ça, j'en parlerai dans la première diapo. Et les déplacements. C'est ça, on va dire, c'est le premier point auquel il faut travailler, c'est cette organisation-là. On verra, le but va être de soit réduire le temps de route, soit essayer de s'organiser en amont en fonction de plusieurs paramètres qu'on va voir. Ensuite, on va s'intéresser au véhicule et au choix du véhicule, parce qu'en fonction de ce qu'on fait, on ne va pas utiliser le même type de véhicule, si on transporte ou pas des charges ou des éléments dans ce genre-là. Ensuite, on va agir aussi sur les protocoles de communication des salariés en déplacement. Ça, c'est simple, c'est l'utilisation du téléphone. Comment essayer de cadrer ou gérer l'utilisation du téléphone au volant. Comme l'avait dit mon collègue, si on demande au livreur, par exemple, d'appeler 10 minutes avant d'arriver au client d'appeler à chaque fois, ici c'est un problème parce qu'en gros, qu'est-ce que va faire le salarié? Il va appeler pendant qu'il conduit, il ne va pas nécessairement s'arrêter. Donc c'est réfléchir un petit peu quand est-ce que le salarié doit communiquer et comment faire en sorte pour que soit justement il ne communique pas, soit il n'en ait pas besoin. Mais on verra qu'il y a quelques moyens de prévention pour agir dessus. Ensuite, on va avoir la sensibilisation et la formation des salariés. Et ce point-là, on verra que ça ne vient pas en dernier pour rien. Ça vient en dernier parce que d'abord, on doit réfléchir sur tout ce qui est véhicule, organisation, protocole de communication, et ensuite, on sensibilise nos salariés et on peut aussi les former. Donc là, sur l'organisation des déplacements, la première logique qu'on doit avoir quand on parle de risque professionnel, c'est comment réduire le risque ou le supprimer. Donc, comment le limiter ou le supprimer. Si on parle de risque professionnel, c'est comment réduire le temps de conduite. Donc là, il y a des idées qui peuvent venir en tête avec tout ce qu'on avait avec le Covid, c'est-à-dire valoriser tout ce qui est réunion, par exemple, à distance, les visioconférences, le télétravail. Mais on peut aussi planifier les déplacements en amont. Par exemple, en fonction des horaires des horaires de trafic, on peut essayer d'anticiper, on va dire, le temps de trajet. On peut aussi utiliser d'autres modes de transport. Il y a de plus en plus d'entreprises pour déplacer leurs salariés, par exemple, d'une région à l'autre, qui vont utiliser le train, les bus, le métro. Ça se fait de plus en plus. Par exemple, l'avantage du train, c'est certes qu'on n'utilise pas la voiture, mais on sait aussi que ça réduit la fatigue. Dans le train, on peut faire autre chose, à contrario de la voiture. Donc ça aussi, ça peut être utilisé comme moyen de prévention. Le but, ce n'est pas nécessairement de ne faire que ça, mais c'est réfléchir à, tiens, est-ce qu'à ce moment-là, je peux utiliser un autre moyen de locomotion ou est-ce que je peux utiliser la visioconférence? Ce qui est utilisé aussi, c'est ce qu'on appelle la délimitation d'une zone géographique de déplacement. Ça veut dire quoi? Un commercial, par exemple, qui a tout le nord de la France, il va moins se déplacer qu'un commercial, par exemple, qui est, on va dire, sectorisé sur l'intégralité de la France. C'est tout bête, mais quand on fait des petits secteurs ou des grands secteurs, le temps de conduite, en fait, va changer. Pour les livreurs, c'est déjà des choses qui sont déjà réalisées pour, on va dire, optimiser leur temps de travail. Et pour les commerciaux aussi, ça commence à beaucoup se faire, c'est-à-dire les sectoriser le plus possible pour limiter le temps de route. On a ensuite la limitation du nombre de kilomètres journaliers. Donc ça, on peut mettre une certaine barrière, se dire, tiens, par exemple, je sais pas, 500 kilomètres par jour pour un commercial maximum. Et on essaye en fait de faire le planning comme cela. Ensuite, on a le remboursement de la nuit d'hôtel pour les longues distances. Donc ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple tout simple. Un commercial qui part de Paris pour faire une réunion à Lille, s'il doit être là-bas à 8 h du matin, il va partir sur les coups de 6 h, voire même plus tôt. Si le soir, la réunion se termine à 18 h, 19 h, s'il va rentrer, il va être fatigué de sa journée de travail. Et on sait que la fatigue, la conduite de nuit, le risque d'accident, il est multiplié ici. Donc, ce qu'on a tendance à favoriser, c'est lors des les longues journées de travail, entre guillemets, prévoir une nuit d'hôtel et la personne rentre le lendemain. Ça, c'est pour éviter vraiment les problèmes de fatigue sur la route qui maximisent, on va dire, le risque d'accident. Limiter la conduite de nuit. La conduite de nuit, j'en ai déjà un petit peu parlé au-dessus, le risque est accru vis-à-vis de la fatigue, mais aussi vis-à-vis de la visibilité. On a beau avoir l'éclairage, ce n'est pas la même chose, mais ce qui pose surtout problème lors de la conduite de nuit, c'est la fatigue. Et c'est surtout ça qui va, on va dire, augmenter
les probabilités d'accident. Respecter les temps de repos, on voit beaucoup ça sur les autoroutes, mais c'est pareil au travail. Si, par exemple, je sais que le salarié a 2 heures de route, qui part à 9 heures, qui doit arriver à 11 heures, ben, ça veut dire que là, il n'a pas de temps de repos sur la route. Et ces temps de repos-là, l'objectif, on va dire, pour l'entreprise, est de les utiliser, par exemple, comme des temps de communication. La personne, elle va s'arrêter, par exemple, un quart d'heure toutes les 2 heures, comme on nous dit sur l'autoroute. Et là, par exemple, il peut communiquer, il peut téléphoner ou des choses comme ça. Mais le temps de repos est important parce qu'on ne se rend pas compte que la route, ça fatigue beaucoup plus qu'on ne le pense. Ensuite, on est encore sur limité, on va dire, sur l'organisation des déplacements. Comme l'avait dit mon collègue, essayer de, quand on planifie les déplacements, par exemple, de nos salariés, de prendre en compte le temps réel de conduite. On peut être impacté en région parisienne, on le sait, par les bouchons, par tout simplement les conditions météorologiques, les difficultés de stationnement. Un livreur, il peut tourner pendant 10 minutes en région parisienne pour essayer de trouver une place. Ces 10 minutes, si elles ne sont pas prises en compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en retard. Et une fois qu'il sera en retard, pour le prochain client, c'est certain qu'il va se dépêcher. Et là, le risque sera accru. Donc, essayer de prendre en compte le temps réel de conduite. On ne peut jamais être parfait dans l'ajustement de ce temps-là, mais essayer d'anticiper un maximum. Et pour anticiper ça, c'est essayer d'avoir des retours des salariés. Est-ce que le temps qu'on avait prévu, il est correct ou pas? Ensuite, on a préparé les heures de rendez-vous, les délais de livraison ou d'intervention, c'est-à-dire qu'ils sachent à l'heure à laquelle vous arrivez. On peut aussi limiter le nombre de points de livraison ou d'intervention, c'est-à-dire se dire, tiens, mon salarié, je sais on va dire en 3 heures, il peut faire par exemple 10 livraisons. Ben là, dans ces cas-là, on limite, on dit aux personnes en gros qui gèrent les plannings, c'est 10 livraisons maximum pour ces personnes-là et pas une de plus, parce qu'on sait que sinon, ça va engendrer de la précipitation. On a aussi les gestions des missions en cas d'imprévu, c'est un peu ce que je viens de dire ici. Par exemple, un livreur est absent sur 5 livreurs, qu'est-ce qu'on va dire? La charge de travail va se répartir sur les autres livreurs et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir se précipiter. Essayer de se dire, tiens, en cas d'imprévu, si jamais il y a un problème, est-ce qu'il y a un salarié qui est polyvalent, par exemple des bureaux, qui pourrait faire des livraisons à ce moment-là? C'est juste essayer d'anticiper un petit peu les imprévus. On a ensuite les mises en place de procédures à suivre en cas d'incident ou d'accident. En gros, quand le salarié a un accident ou un incident, essayez de prévoir qui est-ce qu'il doit appeler, qui est-ce qu'il doit prévenir, qui peut venir, par exemple, soit le chercher, soit si c'est un livreur, qui peut prendre en charge sa livraison. Si jamais il faut essayer de prévoir ça le plus en amont. Pourquoi? Parce que si jamais c'est au moment de l'accident, là, ça va être trop compliqué à prévoir. Et c'est souvent le salarié qui va devoir se débrouiller par lui-même. Maintenant, on va passer au choix des véhicules, comme je l'ai dit, adaptés à l'activité de travail des conducteurs. Donc, ça peut me paraître logique, mais est-ce que déjà, la première des choses, est-ce que je transporte des charges ou est-ce que je n'en transporte pas? Quand on dit charge, ce n'est pas nécessairement des grosses charges. Par exemple, si on prend des personnes, des infirmiers à domicile, s'ils se déplacent et qu'ils doivent se déplacer avec du matériel, dans ces cas-là, il va falloir avoir une voiture suffisamment grande, avec un coffre fermé, pour pas qu'il y ait de mouvement de charge. Donc, c'est réfléchir en amont. Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'on déplace des charges? Mais même pour un commercial, imaginons que c'est quelqu'un qui organise des salons et qui doit se déplacer avec du matériel, mais une voiture lambda peut ne pas suffire pour déplacer ce type de matériel en toute sécurité. Parce que le matériel qu'on transporte, il doit soit être dans le coffre, soit, on va dire, arrimé. Il ne doit pas se retrouver sur les sièges, on va dire, arrière ou sur le siège avant. Pourquoi? Parce que quand on freine, il peut y avoir des mouvements de ce type de matériel-là. Donc, ensuite, quand on choisit les véhicules, on a normalement le choix de certaines options de sécurité qui sont optionnelles, vu que c'est des options, comme je viens de le dire. Donc, on a tout ce qui est équipement de sécurité, ABS, donc ça, c'est de l'aide, le système anti-blocage des roues. On a de l'aide au freinage, on a les airbags. Quand on achète un véhicule, réfléchir en fonction du besoin et en fonction, on va dire, du budget qu'on a, qu'est-ce qu'on peut prendre comme équipement de sécurité à l'intérieur? Et est-ce que ce véhicule va être aussi souvent utilisé ou pas? On a aussi tout ce qui est équipement, entre guillemets, que je vais appeler de confort, l'aide à la navigation, c'est-à-dire un GPS, oui, c'est ça. climatisation, de vitesse, des boîtes automatiques. Les boîtes automatiques, ça se popularise pourquoi? C'est pas nécessairement du confort de travail, ça fait aussi beaucoup de changer les vitesses. On a aussi confort de l'assise. Le confort de l'assise, comme l'avait dit mon collègue, le risque aussi, c'est de la posture prolongée. Par exemple, quelqu'un qui fait 4-5 heures de voiture par jour, et il a aussi le risque, on va dire, mais comme quelqu'un qui travaille sur écran, la posture, prendre en compte tout ce qui est confort de l'assise. Allumage automatique.
des choses comme ça. On peut réfléchir à la fois confort, risque et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les véhicules, quoi. On a aussi des équipements annexes, par contre, ça c'est obligatoire pour les véhicules. Avoir un gilet réfléchissant, s'assurer que tous les véhicules professionnels aient un gilet réfléchissant, un triangle de signalisation, de préférence une roue de secours, ce n'est pas présent sur tous les véhicules. Les pneus neige, ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est par exemple si on a une flotte de véhicules dans une région où on pense qu'il peut y avoir de la neige, ça peut être bien de se dire, tiens, chaque année, on met les pneus neige, quoi. La trousse de secours, c'est bien. La trousse de secours, ça par contre, c'est un élément important. Si par exemple, je vais sur différents chantiers, je ne suis pas sûr nécessairement qu'il y ait une trousse à pharmacie sur place, donc ça va être important d'avoir une trousse à pharmacie dans le véhicule. Pourquoi? Par exemple, je vais sur un chantier, je suis chef de chantier, je vais sur un chantier, je ne peux pas assurer qu'il y a une trousse de secours là-bas, donc c'est important d'avoir une petite dans la voiture. On peut aussi demander d'avoir des extincteurs, bon là c'est plus pour le risque incendie du véhicule. Donc là, c'est toutes les options côté santé-sécurité qu'on peut avoir dans un véhicule. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est optionnel, c'est à demander pour savoir exactement ce qu'il y a dans le véhicule. On a ensuite les cas des véhicules utilitaires, ce qu'on appelle véhicules utilitaires, c'est-à-dire que là, on a une zone vraiment pour les charges. Donc, c'est des véhicules qui ont un poids total autorisé en charge, en gros, qui ont un poids maximum qu'on peut mettre dans le véhicule. Ça, le but, c'est de transporter des charges. Donc, ça peut être des Kangoo, mais ça peut être comme des Masters, ça peut être un peu plus grand comme véhicule. Donc, ça ressemble exactement à l'image qu'on a à droite. Donc là, ce qui va être important, c'est que les charges, quand on va freiner, d'une, qu'elles ne puissent pas bouger et surtout qu'elles ne puissent pas en fait, prendre de la vitesse pour venir taper, on va dire, dans l'habitacle. Donc, normalement, quand on transporte des charges, ce qu'on demande, c'est d'avoir une cloison complète et pleine entre l'habitacle et la zone arrière pour éviter ce que je vous ai dit. Un système d'arrimage des charges. Les charges, quand elles sont à l'arrière, il faut qu'elles soient de préférence attachées. Par exemple, pour des camions, pour des personnes qui viennent faire du dépannage, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont des armoires en fait, qu'elles peuvent fermer pour mettre tout ce qui est outils, pour éviter que les outils en fait, viennent taper sur la cloison. Ce qu'on peut aussi faire pour ce type de véhicule-là, c'est d'avoir des rétroviseurs grand angle, des caméras de recul, des radars. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas la visibilité derrière. Donc là où ça va poser problème, c'est quand ils vont se garer vis-à-vis des piétons, vis-à-vis des autres véhicules. Donc ça, on peut mettre ça aussi sur les véhicules, sachant que maintenant, ça peut aussi s'installer après coup. On n'est pas obligé de les acheter tout de suite, on peut les acheter après et les installer sur des véhicules. On a aussi des indicateurs de charge ou de surcharge qui peuvent être indiqués. C'est comme les indicateurs de pression des pneus, c'est la même chose. On peut avoir ça, on peut demander ça sur certains véhicules et ça peut permettre de savoir quand est-ce que la charge est trop importante. Un véhicule, par exemple, qui peut transporter 3,5 tonnes, on sait que si on dépasse 3,5 tonnes, le véhicule n'est pas adapté au niveau freinage et au niveau des virages. Donc, c'est un système embarqué de contrôle de pression, ça je l'avais dit. On a aussi un éclairage qu'on peut installer, on va dire, derrière les véhicules, donc dans la zone de charge. On a aussi des marchepieds escamotables. Si par exemple j'ai besoin de monter dans mon véhicule, on peut mettre des petits marchepieds. Ça, c'est pour tous les véhicules, on a besoin de monter dedans. Donc là, on voit qu'on a déjà, sur les choix des véhicules, on a déjà quand même beaucoup de possibilités, on va dire, de réduire un petit peu le risque par un ensemble d'équipements. Le cas particulier des deux roues, donc les deux roues, on va dire, avant c'était utilisé pourquoi les deux roues? Principalement pour les coursiers, pour des livraisons mais comme de pizza qu'on a l'image en dessous. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vont l'utiliser vers leur scooter comme véhicule tout simplement de déplacement professionnel. C'est-à-dire que là, si je vais chez un adhérent dans une entreprise avec un scooter, là, je suis dans ce cas-là, donc les deux roues. Donc là, les deux roues, on sait qu'on prend un petit peu plus de risques parce qu'on est moins bien protégé que dans un véhicule. Donc là, si jamais la flotte, on va dire scooter, est à l'entreprise, là aussi, on peut choisir certains équipements de sécurité sur le véhicule. Donc le plus important sur les deux roues, c'est surtout tout ce qui est éclairage du véhicule, que ce soit avant, arrière ou latéral, tout ce qui est freinage, dispositif anti-patinage, avertisseur sonore. Aussi sur les scooters, on peut avoir des options de sécurité dessus, béquilles, topcase adapté. Donc ce qu'on appelle topcase, c'est pour transporter le type de matériel. Par exemple, si j'achète des scooters pour mes salariés parce que je sais que ça va gagner du temps en région parisienne, si je sais qu'ils doivent transporter un petit peu de matériel, il va falloir que je leur assure de quoi transporter ce matériel-là. Sur les deux roues non motorisées, donc là, mon collègue en avait déjà parlé, on peut voir dans le cadre du travail des personnes qui utilisent, par exemple, une trottinette électrique, des éléments dans ce genre-là. Là, c'est pareil, on va essayer de sécuriser cela avec de l'éclairage, si c'est possible, des casques, vérifier les freins et des éléments dans ce genre-là, sachant que ça, c'est plus des moyens de locomotion un petit peu nouveaux.
mais ça se voit de plus en plus. Pour exemple, j'ai déjà vu des agents immobiliers pour se déplacer qui utilisaient ce type de moyens de locomotion, c'est-à-dire des trottinettes électriques qui avaient été achetées par l'entreprise. Donc ensuite, les règles d'entretien sur les deux roues, c'est comme un véhicule, hein. Ça se contrôle, ça s'entretient, c'est le même principe, hein. Donc là, on est encore sur les deux roues motorisées, mais là, on va plus parler, on va dire, de la protection individuelle du salarié. Donc, les airbags moto, ça existe, même si ce n'est pas très populaire. C'est des sortes de… On peut aussi avoir des gilets, on va dire, avec des petits airbags dessus. Des casques intégrales, ça, c'est des casques homologués. Des blousons et des pantalons renforcés, ça reste en gros, ça reste un élément de travail. Donc, le salarié, s'il se déplace avec ces éléments-là, il faut s'assurer qu'il soit sécurisé. Donc, blouson, pantalon renforcé, les gants de conduite, mais c'est le même principe, on va dire, qu'une conduite privée. Pour les deux roues non motorisées, que ce soit du vélo, que ce soit de la trottinette électrique, par exemple, là, c'est pareil, vêtements réfléchissants, casque de vélo, on peut mettre quelques points pour essayer de limiter le risque. Ensuite, après, quand on parle d'équipement de protection individuelle, il va falloir entretenir ces protections individuelles. Si elles sont abîmées, il va falloir les changer. Quelque chose qu'on connaît de relativement simple. Un casque de moto, on sait que s'il y a un choc important sur le casque de moto, il faut le changer parce qu'il est plus apte, on va dire, à absorber un choc. Là, c'est le même principe. Ensuite, après, on peut essayer de sensibiliser les salariés sur le deux roues, on va dire, sur la circulation en deux roues. Mais en règle générale, quand on fait des formations de sensibilisation au risque routier, on en parlera un peu après, n'hésitez pas à dire si vous avez des salariés qui se déplacent en deux roues ou pas, parce qu'on peut adapter les sensibilisations, les formations à ce niveau-là. Ensuite, on va parler de l'entretien des véhicules. Si le véhicule appartient à l'entreprise, ça va être à l'entreprise de gérer l'entretien de ce véhicule. Comme je l'ai dit, si c'est le véhicule du salarié, c'est au salarié de gérer l'entretien de son véhicule. Donc, en règle générale, pour gérer l'entretien du véhicule, c'est désigner une personne, c'est-à-dire suivre l'entretien, par exemple, avoir un fichier Excel avec les dates et les noms des véhicules pour savoir si les vérifications périodiques sont faites, si les contrôles techniques sont aussi réalisés. En règle générale, c'est plus simple d'attribuer un véhicule à une personne. Comme ça, après, on peut un petit peu déléguer, entre guillemets, l'entretien du véhicule. Et ce qui est aussi important pour des véhicules qui soient personnels ou partagés, c'est d'organiser la remontée des dysfonctionnements, des problèmes des véhicules. En règle générale, ce qui se fait plutôt bien dans les sociétés, c'est qu'ils ont une sorte de carnet où ils vont noter en fait le nom du véhicule, le nom de la personne et le nom du dysfonctionnement. Par exemple, imaginons que je vois que mon véhicule de service, on est plusieurs à l'utiliser, il y a un problème au niveau, par exemple, du clignotant droit. Là, j'ai un petit carnet, je vais le noter et la personne de maintenance, toutes les semaines, va regarder et va prévoir la réparation de cela. Essayer de prévoir la remontée des dysfonctionnements. Donc, ça peut être quelque chose d'écrit, mais ça peut être aussi une boîte mail à qui on sait qu'on peut envoyer, on va dire, les problèmes qu'on a constatés sur les véhicules. Ensuite, les véhicules personnels, comme je vous avais dit, ce qui est faisable, c'est vérifier donc une attestation sur l'honneur pour être certain que la personne a bien son permis. On peut aussi vérifier les cartes grises, c'est-à-dire demander une copie de la carte grise, s'assurer que le véhicule soit assuré. Ensuite, on a tout ce qui était facilité financière incitant au suivi. C'est tout bête, mais par exemple, si on est basé en région parisienne et par exemple, on a un commercial dans le sud de la France, on ne va pas lui demander de faire remonter le véhicule pour qu'il soit suivi en région parisienne. On peut tout simplement lui faire une avance de frais pour qu'il suive le véhicule là-bas. C'est ce qu'on appelle les facilités financières pour le suivi des véhicules. Ensuite, la gestion des appels téléphoniques. Alors là, c'est un petit peu la grande difficulté, on va dire. Comment gérer les appels téléphoniques au volant? En règle générale, le plus simple, c'est ne pas téléphoner. Ça, on le verra, c'est écrit un peu en bas. L'objectif est de ne pas utiliser le téléphone en voiture, que ce soit Bluetooth, oreillette, c'est de ne pas l'utiliser du tout. Donc, ce qui peut être mis en place pour, on va dire, limiter ou diminuer
l'utilisation du téléphone en voiture, c'est mettre en place un système de répondeur. C'est-à-dire que quand, par exemple, ça c'est déjà vu, quand je conduis, je peux mettre mon téléphone en mode répondeur et en fait, la ligne est transférée, par exemple, sur la ligne de l'assistante et qui peut prendre le message. Ou alors, ça va directement sur votre répondeur et après, quand vous vous arrêtez, quand vous arrivez, quand vous faites une pause, vous répondez, vous regardez vos messages et là, vous pouvez rappeler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'un répondeur. On a aussi la régulation des appels téléphoniques, c'est-à-dire que, par exemple, si la personne, elle fait du bureau le matin, par exemple entre 8h et midi, mais je sais que l'après-midi, elle est en déplacement professionnel, je fais en sorte que je réponde au maximum aux appels téléphoniques le matin et l'après-midi, on évite d'appeler ces personnes-là parce qu'on sait qu'elles sont en déplacement. La création d'une plateforme téléphonique, c'est un peu ce que j'avais dit, c'est-à-dire les coups de téléphone quand on est en déplacement routier sont transférés directement en fait à une assistante ou à une plateforme, ou alors le travail en binôme, tout simplement, si on est deux dans la voiture, la personne de droite peut tout à fait répondre au téléphone, tout simplement. Et ça évite que la personne qui conduit soit au téléphone, parce que là, dans ces cas-là, on n'est plus dans le code de la route, elle engage aussi sa responsabilité. En règle générale, l'utilisation du téléphone portable, c'est vraiment, il faut obligatoirement être à l'arrêt pour pouvoir téléphoner. C'est-à-dire que même si je suis au feu rouge, on peut avoir une certaine critique si j'ai mon téléphone à la main au feu rouge, parce qu'ils vont bien se douter que quand je vais redémarrer, je vais garder mon téléphone à la main. Sachant que là, on parle beaucoup d'appels téléphoniques, mais ça marche aussi pour les SMS. J'ai le téléphone à la main, je suis en train d'envoyer un SMS. J'ai le téléphone sur le genou, je suis en train d'envoyer un SMS. C'est tout aussi problématique. Et quasiment encore plus. Pourquoi? Parce que quand je passe un appel téléphonique, ce qui pose problème, c'est la concentration. C'est-à-dire que je ne suis pas focus à 100% sur la route, donc problème de sécurité. Quand je suis en train d'envoyer un SMS, là, au-delà de la concentration, pendant en fait une demi-seconde ou un quart de seconde, je vais à chaque fois regarder mon téléphone, regarder la route, regarder mon téléphone. Et là, c'est encore pire, on va dire, au niveau sécurité. Donc là, la gestion des appels téléphoniques, mais aussi la gestion, on va dire, tout ce qui est messages, SMS, et choses comme ça. C'est-à-dire que si je n'appelle pas mon salarié, mais que je lui envoie un message, le principe est le même, c'est-à-dire qu'il va vouloir y répondre. Le kit Bluetooth, on a tendance à considérer que c'est un moyen de prévention, ça ne l'est pas. On est quand même en train de téléphoner, c'est-à-dire oui, je n'ai pas le téléphone à la main, c'est certain, mais on a quand même le même problème de déconcentration. Donc le kit Bluetooth, ce n'est pas un moyen de prévention. Le moyen de prévention, c'est de ne pas répondre, laisser le répondeur, et une fois qu'on est arrêté, là, on va pouvoir rappeler la personne. Il n'y a pas, on va dire, 34 milliards de possibilités pour gérer ces appels téléphoniques. Mais en règle générale, ce qui est fait, c'est vraiment la mise en place du répondeur, ou alors on ne répond pas quand on conduit, mais on a aussi l'organisation de travail. C'est-à-dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, si je demande à mon livreur d'appeler 10 minutes avant d'arriver le client, ici, je l'oblige, entre guillemets, à utiliser son téléphone. Donc, soit je lui prévois un moment pour s'arrêter, pour qu'il puisse téléphoner, ce qui n'est pas toujours faisable, soit dans ces cas-là, par exemple, si le véhicule est géolocalisé, ça peut être une assistante ou un responsable qui contacte tout simplement le client pour dire voilà, il arrive dans 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que si je demande à mon salarié d'utiliser son téléphone et qu'il y a un accident, là, en termes de responsabilité, ça peut aussi retomber sur l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui a demandé l'utilisation du téléphone. Ensuite, on va passer à la sensibilisation des salariés, donc à la formation du personnel. Donc, en règle générale, ce qui se fait dans la pratique, c'est essayer d'identifier ceux qui roulent le plus, ceux qui utilisent le plus les véhicules, et essayer de voir s'il y a, on va dire, l'intérêt d'une formation, d'une sensibilisation au risque routier. Donc, on a des sensibilisations, on va dire, de type théorique. Donc là, on leur parle du risque routier, on va dire de la responsabilité, du nombre de décès et des choses comme ça. Et on a les formations, on va dire, pratiques, mais ça, ce sera plus mon collègue de Centaure qui en parlera. Donc, l'objectif est plus de se rendre compte, on va dire, du risque routier, que la route est un élément de danger, c'est un risque à part, essayer de prendre en compte ce risque-là, de voir le véhicule comme un outil de travail, de le suivre, d'en prendre soin, des éléments dans ce genre-là, parce qu'on sait que pourquoi on dit que c'est aussi un risque important? Simplement, un accident de la route, on sait que c'est des arrêts qui peuvent être longs. Au-delà du taux de décès, c'est des blessures qui peuvent être graves et donc des arrêts longs pour l'entreprise et tout de suite handicapants. On a aussi dans les formations du personnel, dans les formations, on a aussi l'éco-conduite qui commence à être de plus en plus
adapté, donc qui peut permettre de réduire le carburant, la fatigue et des éléments dans ce genre-là. Sachant que la formation du personnel, ça, c'est des éléments qu'on peut intégrer dans le document unique. Tous les éléments que j'ai dit avant, c'est intégrable dans le document unique. Par exemple, si vous vous dites, j'ai changé la flotte de véhicules, j'ai mis des éléments de sécurité en plus, vous pouvez l'indiquer dans le document unique. Si vous avez, par exemple, des salariés en 2 roues, vous leur avez acheté des blousons, des casques, c'est aussi intégré dans le document unique. Si vous formez, vous sensibilisez vos salariés à indiquer dans le document unique, voilà ce que j'ai fait pour limiter ce risque-là. Donc, la sensibilisation des salariés, j'en ai aussi un petit peu parlé. Ça, c'est ce qu'on a tendance aussi à réaliser à la MET, mais ça, on vous en parlera aussi à la fin. Donc, au risque routier, au respect du code de la route, gestion de la conduite. C'est important aussi de sensibiliser à tout ce qui est fatigue. On a les fatigues, on a les médicaments, on a tout ce qui est les produits psychotropes, aux vérifications périodiques du véhicule. Mais ça, tout ça, j'ai un petit peu déjà dit. Mais l'objectif des formations de sensibilisation, c'est bien essayer de parler d'un maximum de choses pour le salarié pour qu'il s'approprie le risque et le véhicule. Sachant que les dangers liés à la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments, on en parlera un petit peu plus bas, mais les médicaments, il y a des indications sur les différents médicaments utilisés. Est-ce qu'on peut conduire ou pas? Donc là, on va passer, on va dire, à tout ce qui est stage de conduite, mais je vais passer la main à un autre de mes collègues de Centaure qui va vous présenter un petit peu les formations qu'il réalise. Et après, je reprendrai la main pour vous montrer le diagnostic qu'on peut réaliser à la MET. Donc, les formations, sachant formation écrite. Oui, dernier point avant de passer la main. En règle générale, dans beaucoup d'entreprises, ce qu'on voit, c'est des chartes de communication ou des chartes de conduite, c'est-à-dire faire signer aux salariés un papier où c'est écrit « Je m'engage à respecter le code de la route, je m'engage à ne pas téléphoner, je m'engage à ne pas boire avant la prise de volant et des éléments dans ce genre-là ». Donc ça, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si dans le document unique, j'ai uniquement fait une charte de bonne conduite, voilà ce que vous devez faire, respecter le code de la route lors de votre conduite, ça ne suffit pas nécessairement. C'est certes un moyen de prévention, mais c'est insuffisant. Ça vient en plus le fait d'écrire et de formaliser dans une charte, voilà ce qu'on fait, vous devez respecter le code de la route, vous ne devez pas boire et des choses comme ça, ça ne suffit pas. Vérification régulière de la validité des permis de conduire, ça on l'a déjà dit. Demander une attestation annuelle sur l'honneur. Comme je l'ai dit, on ne peut pas demander le nombre de points de permis de la personne. Ça, c'est du cadre privé. Par contre, on peut demander une attestation où c'est écrit, c'est relativement simple. J'atteste sur l'honneur que j'ai encore mon permis. Vous faites ça de manière annuelle. Pourquoi? Comme l'avait dit mon collègue, si j'ai jamais vérifié les permis de mes salariés et qu'un de mes salariés a un accident du travail avec un véhicule professionnel qui n'avait pas de permis, la faute peut aussi retomber sur l'entreprise, sur le salarié et sur l'entreprise parce que je n'ai jamais vérifié. On a beaucoup d'entreprises qui vérifient à l'embauche les permis de conduire. C'est important d'essayer de le faire annuellement, de vérifier les attestations. Et ça, par contre, il n'y a pas énormément d'entreprises qui réalisent, on va dire, une vérification annuelle ou alors, en tout cas, une fois tous les 2 ans, des permis de conduire. On va passer aux prestations de Centaure. Donc là, je vais passer la main à un de mes collègues pour vous présenter toutes ces présentations. On te laisse la parole, Michael Mouillard. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin et pour juste compléter le propos concernant les permis de conduire, petit conseil, pensez à demander la présentation physique du document, oui, en faire une copie et la signature de l'attestation. Parce que si vous avez un collaborateur qui vous présente simplement une copie, peut-être que la copie, elle est postérieure à une éventuelle suspension ou annulation. Donc, pensez à faire ça et puis essayez aussi de ne pas les préparer à cette éventualité de présentation du document, mais plutôt sur des contrôles inopinés. Aujourd'hui, on va faire ça de façon à justement prévoir un peu de ça. Donc voilà, c'est simplement pour donner le petit conseil que l'on donne justement aux entreprises que l'on accompagne sur la problématique. Donc, Centaure, pour situer un petit peu le contexte, c'est un organisme de formation à la prévention des risques routiers et de l'éco-conduite. Nous avons et disposons d'une infrastructure quand même assez grande, sur 4-5 hectares, de façon à pouvoir accueillir nos différents plateaux d'exercice où il va y avoir des ateliers et des exercices pratico-pratiques pour
mettre dans le cœur de l'action vos collaborateurs. Donc là, à l'écran, vous avez donc les 9 principes généraux de prévention qui s'appliquent à n'importe quel risque, et y compris le risque routier. Comme ça a été évoqué en introduction, le risque routier, de façon générale, est peu considéré pour plusieurs choses. La première des choses, déjà, c'est que la tâche de conduite est une tâche qui est relativement banalisée de nos jours. Et donc, on n'a pas vraiment d'obligation quant à former, sensibiliser et autres. Donc, on a tendance à relayer ça. Mais comme ça a été souligné, ça reste et demeure malheureusement la première cause de mortalité au travail aujourd'hui, car c'est un risque qui englobe aussi bien vos collaborateurs itinérants que sédentaires. Forcément, pour les itinérants, vous allez avoir le risque mission, où là, on est sur un risque quand même assez élevé. Pour les sédentaires, on peut se dire, c'est pas grave, il y a juste le trajet domicile-travail, ça ne me regarde pas, alors qu'en fait, ils sont également concernés par ce risque. Donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter des solutions de réflexion à vos équipes. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme ça a été évoqué, nous, notre intérêt, c'est surtout d'être dans l'accompagnement d'être dans l'accompagnement des structures, que ce soit par des conseils, c'est-à-dire que nous, on a déjà, par exemple, des chartes conducteurs qui sont adaptables à n'importe quelle entreprise. Et ça, on les donne spontanément aux entreprises qu'on accompagne ou qu'on risque d'accompagner dans le futur, de façon à leur donner une base de travail pour justement s'informer. Comme ça a été soulevé, ce sont des choses que vous pouvez mettre dans votre document unique. Maintenant, lorsque ça se passera mal, imaginez, vous avez un collaborateur qui a un accident de la circulation, lorsque la CRAMIF, les autorités hautes viendront consulter ce document unique, ils vont également mesurer la pertinence de l'action qui a été mise. Si on s'est limité qu'à une signature de charte ou une causerie biannuelle, il y a une action, c'est très très bien, elle est tracée, c'est également bien, mais est-ce que c'était suffisant pour pouvoir éliminer complètement ce risque? Donc là, à ce moment-là, autant vous dire que ça ne va pas aller dans le bon sens. L'idée, c'est vraiment de lisser plutôt dans la durée, dans le temps, les différentes actions. La charte conducteur, la signature de l'autorisation de conduire, des sensibilisations, des quarts d'heure causerie, des formations pratiques, comme on peut également proposer. Par exemple, chez Centaure, nous, on propose une formation, parmi tant d'autres, mais on possède une formation qui est certifiante sur la prévention des risques routiers. Le côté certifiant fait qu'elle est, au-delà de cette formation, on ne peut pas aller au-delà pour prévenir le risque. Devant une juridiction, devant une autorité, vous mettez quand même toutes les chances de vos côtés en disant on a fait le maximum. Mais surtout, au-delà de la simple et unique formation, on vous accompagne sur la durée, c'est-à-dire que l'action de formation a été effectuée à l'instant T, on va vous suivre pendant 24 mois pour justement continuer de faire vivre l'esprit sécurité routière dans l'entreprise, faire vivre votre document unique et que vos équipes, vos collaborateurs aient toujours à l'esprit que ce risque est présent et qu'il ne faut pas le négliger. Donc, l'accompagnement va se traduire par l'envoi de fiches thématiques sur des problématiques comme la conduite de nuit, comme l'entretien du véhicule. Il y a vraiment plein de thèmes. Et également, ce que l'on qualifie chez nous d'un recyclage accident. Un recyclage accident, c'est vous avez formé un collaborateur, il y a eu un accident, responsable ou non, on n'est pas assureur, donc ça nous importe peu. Nous, ce que l'on souhaite mettre en place et vous accompagner, c'est établir comment est survenu cet accident. Donc, on va repartir sur l'arbre des causes de cet accident, essayer de faire réfléchir également le collaborateur de cet accident à quelle stratégie préventive il aurait pu mettre en place pour éviter en fait de vivre cette situation. On remettra on va dire
de façon virtuelle ce scénario accident sur nos plateaux d'exercice et en mettant en place la stratégie préventive pour se rendre compte que peut-être qu'en organisant au mieux son trajet, je ne sais pas, imaginez un collaborateur qui a 4 jours de retard et qui souhaite, comme ça a été exprimé tout à l'heure, rattraper ce retard, mais il avait peut-être la solution de s'arrêter 2 minutes, passer un coup de fil au client suivant, à son rendez-vous suivant, prévenir d'un éventuel retard et autres. C'est plein de petites astuces comme ça. En aparté des formations sur site, on peut organiser également un accompagnement autour de différentes sensibilisations. Donc, on privilégie quand même le face-à-face pour le côté échange avec les équipes. Donc, il y a plusieurs thèmes, par exemple, éviter les pièges du constat, faire des rappels de code de la route, un atelier angle mort et par exemple les EDPM, comme ça a été évoqué en préambule, comment réagir face à ces nouveaux usagers sur la route. On a également des petits modules de e-learning qui viendront compléter en fait différentes actions ou autres. Après, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a eu un volet également sur les assurances qui a été évoqué tout à l'heure. Et si on prend le point 5, l'installation de boîtiers télématiques embarqués, c'est ce que certains assureurs proposent à leurs clients en leur disant c'est plutôt pas mal, puisque ça peut mesurer le freinage, les accélérations, la conso et tout. Et après, en interne, vous pouvez même éventuellement penser à des espèces de challenge. Enfin, moi, on a ça en place avec un des clients que j'accompagne. Et en fait, il a mis un challenge éco-conduite en place suite à des actions de formation avec une carte cadeau ou une rétribution comme ça, de façon à challenger. Et au début, les gens se sont pris au jeu. Et là, donc ça fait plus d'un an et demi même, que ce challenge est en place. Et en fait, ces équipes sont toujours autant motivées par ce genre d'action. Et à côté de ça, il y a beaucoup moins d'accrochage, de sinistres. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur la conduite. Ils ont une conduite plus apaisée. Donc, c'est plutôt pas mal. De façon un petit peu à voir à quoi ressemble un centre Centaure, on va passer à la slide suivante, de façon à ce que vous voyez un petit peu à quoi ça Oui, ressemble. bonjour. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, excusez-moi, juste, est-ce que vous avez plus d'informations? Comment c'est mesuré justement le challenge éco-conduite? Comment ils le mesurent? Parce que toutes les personnes n'ont pas forcément le même nombre de kilomètres à faire, etc. Comment c'est mesuré? Alors, en interne, eux, et donc on est sur une entreprise de portage de repas et autres. Et D'accord. en fait, en fonction de leurs différentes missions, ils font donc un calcul par trajet, par semaine et autres. Et après, ils font une espèce de ratio mensuel de façon à ce que personne ne soit pénalisé parce qu'il a fait plus ou moins. Après, voilà, c'est plus quelque chose de ludique qui a été mis en Ouais, bien place sûr, bien sur sûr. cette Non, mais action. Et justement, pour éviter les différentes inégalités qui pourraient exister, ils ont fait un ratio avec une moyenne kilométrique, avec une moyenne de consommation et autres. Ok. Est-ce que ça a répondu à votre question? Ouais, à peu près, oui. Non, mais après, ça a creusé comme sujet, mais c'est une bonne idée en tout cas. Bon, super. Du coup, comme vous voyez à l'écran, donc un centre Centaure, je vous disais, c'est 4 ou 5 hectares. On a un bâtiment en dur, on a des formateurs qui sont tous titulaires d'un brevet d'État en sécurité routière et qui sont tous salariés Centaure. On ne prend pas de formateurs extérieurs, ils sont tous permanents et au fait de la pédagogie Centaure qui se veut impactante et non culpabilisante. L'idée, c'est vraiment de faire réfléchir à nos actes de banalisation du quotidien de la conduite. Centaure, même pour vous dire, c'est un acronyme, ça veut dire centre auto-réflexion. L'idée, c'est vraiment de réagir à travers tout ça. Et on va agir sur les savoirs, le savoir-être et les savoir-faire à travers tout ça. Il y a donc différentes choses. Après, ce n'est pas l'endroit du moment, mais si jamais certains souhaitent plus d'informations, je serai disposé à vous donner différents éléments sur l'accompagnement qu'on peut faire. Et puis, comme on accompagne plusieurs personnes de l'AMET, enfin plusieurs entreprises suivies par l'AMET, pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous remercie pour votre écoute.
Donc là, on est reparti sur les interventions du service prévention de la MEF. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire, on va dire, sur le risque routier en tant que service de santé au travail? Donc, on verra, là, on a, en fait, on va dire deux volets. L'aspect un peu diagnostique qu'on va regarder juste après, et l'aspect sensibilisation, on va dire, théorique des salariés. Donc, l'aspect diagnostic, on utilise un outil de la CRAMIF qui va en fait s'intéresser un peu à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire à l'organisation des déplacements, au choix des véhicules, à l'entretien, au protocole de communication. Donc, on va essayer de s'intéresser à tout ça. Et le diagnostic est relativement simple, c'est on va questionner, identifier, on va dire, les points problématiques et identifier les points d'amélioration. Donc, comme c'est marqué dans l'objectif, d'abord un état des lieux, ensuite des mesures de prévention supplémentaires et rédiger un rapport final. Et on va dire le petit livret, il est fait par élément, c'est-à-dire par exemple choix du véhicule, organisation. Il y a un ensemble de questions, c'est relativement bien fait. Il y a énormément de points. L'objectif, on va dire, c'est de venir en entreprise avec ce type de document-là et d'essayer avec vous en fait de faire un diagnostic, c'est-à-dire d'échanger avec une à deux personnes, on va dire, qui prennent la route pour comprendre un petit peu, le risque routier de l'entreprise. Donc, l'état des lieux, c'est quoi? C'est relativement simple. C'est déjà, les premières questions, c'est logique. C'est qui? Tout simplement, quels sont les salariés qui prennent la route? Combien de temps? Le but est de faire un petit peu des groupes. Des personnes qui prennent la voiture une demi-heure par semaine ou 2 heures par jour, ça n'a pas nécessairement le même risque. Quand la fréquence, le temps de conduite, ça conduit de jour, de nuit, ça ce qui est plutôt logique, les lieux, les déplacements, les types de trajets. Donc en gros, tout un petit peu nous intéresse sur la route. On s'intéresse au risque routier, au déplacement du salarié. Ensuite, après, il y a le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est soumis au risque professionnel routier? Parce qu'on se déplace chez les clients, parce qu'on transporte des marchandises. Bon, ça, c'est un état des lieux standard. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais la première partie est vraiment comprendre le risque routier de l'entreprise, comprendre en fait les déplacements routiers des personnes. Ce qu'on aime bien aussi avoir quand on fait les diagnostics, c'est la sinistralité, le nombre d'accidents, le nombre, on va dire, le nombre de blessés, le temps d'arrêt des salariés. Ça nous permet, c'est-à-dire pour des grosses entreprises, de ressortir un petit peu des points problématiques ou alors certains postes ou certains, on va dire, temps de conduite qui sont problématiques. Le nombre de constats déclarés, c'est pareil, c'est intéressant à avoir parce que ça permet de savoir le nombre d'accrochages, on va dire par exemple par mois, à quel moment, est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Donc ça permet d'avoir un maximum d'indications. Sur les outils de diagnostic, mais comme je l'ai dit, c'est les 4 axes qu'on a déjà vus. Donc le diagnostic va questionner tout simplement l'organisation des déplacements, les véhicules, l'utilisation du téléphone professionnel, la formation et la sensibilisation des salariés. Donc là, le diagnostic, c'est qu'est-ce qu'on fait déjà pour organiser tout ça. Ensuite, le but est d'avoir, on va dire, un suivi de l'entreprise. Donc, comment on fait? On vient faire le diagnostic, par exemple, le 1er janvier d'une année, on va dire, pour faire simple, et on revient à peu près 1 an après pour voir ce qui a été mis en place, ce qui a été changé. Ce n'est pas nécessairement 1 an. Hein. Si on revient 2 ans après, on peut revenir 2 ans après. Mais l'objectif est d'avoir un état initial. Voilà ce qui a été soulevé, voilà les points d'amélioration. Et on revient 1-2 ans après pour refaire en fait un état final pour voir ce qui a été un peu amélioré et ce qui a changé. Le but étant toujours le même, quand on vient, c'est certes faire un diagnostic, mais c'est de préconiser des mesures de prévention, c'est-à-dire conseiller sur les 4 axes qui sont plus longs. Donc ensuite, comme tout risque, on va le coter. Donc ça, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur cette cotation-là, mais en gros, les risques professionnels, on a tendance à les coter on va dire, de 0 à 4 ou de 1 à 4. 0 étant, on va dire, un risque considéré comme faible et 4, on va dire, un risque très élevé. Non, c'est l'inverse plutôt. 0, un risque, on va dire, on n'a rien mis en place. Donc là, on a très peu, en gros, on n'a rien fait pour combler le risque routier. Et 4, on a déjà mis énormément de choses en place. Donc, en gros, ça, c'est relativement simple. Ça va dépendre de ce qu'on a mis en place. Si, par exemple, j'ai fait un choix de véhicule, si j'ai fait en sorte que les salariés n'utilisent pas leur téléphone, si j'ai mis en place plusieurs actions de prévention qu'on avait vues précédemment, on va avoir une cotation élevée. Si on n'a rien fait, une cotation faible. Sachant que le but, ce n'est pas de prendre ça pour une critique, c'est d'essayer de cibler la cotation et se faire à ça. Se dire, tiens, là, on a fait beaucoup de choses sur, par exemple, l'entretien des véhicules, mais c'est vrai que sur le choix des véhicules, sur l'organisation des déplacements, ça, on a fait un peu moins de choses, donc c'est là qu'on va essayer de s'améliorer.
La cotation, la cotation sert surtout à hiérarchiser. Ensuite, ça ressemble un petit peu à ça, donc ça peut paraître un petit peu barbare, mais comme on le voit à gauche, on a les critères qu'on avait cités, organisation des déplacements, véhicules, on a les critères et on va avoir la cotation. Par exemple, là, si vous regardez à droite, EA, c'est l'état, on va dire, initial, EF, c'est l'état final. Et en fait, on va venir coter une fois notre diagnostic initial réalisé, donc par exemple le 1er janvier 2023. Et si on revient 1 à 2 ans après, eh ben, on va aussi faire une cotation pour voir s'il y a eu une modification, sachant que l'objectif est d'identifier ce qui a été fait en plus, de prouver qu'il y a eu quand même une amélioration à ce niveau-là. Donc ça, c'est un petit peu une synthèse d'une cotation et du diagnostic. La sensibilisation, on a tendance à préconiser, ça vient après. D'abord, on fait un état des lieux, d'abord, on fait le diagnostic, les préconisations, et après, on passe à l'aspect sensibilisation. En règle générale, dans les risques professionnels, c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire, soit on supprime, et d'abord, on réfléchit à supprimer le risque. Si on ne peut pas supprimer, on va réfléchir à le limiter. Et après, à la fin, on va former le personnel au risque. C'est certes important, mais ça ne suffit pas, comme je l'ai dit au-dessus. Donc, nous, ce qu'on peut faire à la MED, c'est des sensibilisations au risque routier, c'est-à-dire qu'on vient en entreprise et on présente, on va dire, un module de sensibilisation au risque routier. Le but, c'est d'aborder certes l'aspect réglementation, l'aspect sécurité, l'aspect aussi, on va dire, gravité, on va dire, de ce risque-là, les mesures de prévention que peut faire le salarié, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'entreprise, qu'est-ce que doit faire aussi le salarié et quelques règles de bonne conduite. Bon, il n'y a pas que le respect du code de la route, mais aussi la fatigue au volant, les temps de repos, l'utilisation du téléphone, les consommations de médicaments et d'alcool et des éléments dans ce genre-là. Donc là, on est vraiment sur du théorique. Si vous voulez de la conduite pratique, ce sera plus Centaure. Et donc ça, en règle générale, pour l'avoir déjà fait, on vient dans votre entreprise, un groupe de 10, 15, 20 personnes qu'on sensibilise. Ça permet aussi d'avoir un certain groupe de discussion sur le risque routier. Donc là, on va conclure à la fin de ce webinaire. Le risque routier le plus important, c'est comprendre que c'est un risque professionnel comme les autres. C'est-à-dire que mon temps de conduite, c'est un temps professionnel. C'est-à-dire que si c'est durant mon temps de travail, c'est un risque professionnel, c'est une action professionnelle et j'ai un risque, et c'est un risque comme les autres. C'est à prendre en compte et il doit être intégré dans le document unique. Souvent, il est sous-estimé. Parfois, on le voit intégré dans l'évaluation des risques, mais de manière, on va dire, très succincte. J'ai fait une charge, j'ai fait une note de bonne conduite. Ça, par contre, ça ne va pas suffire. Le but, au vu de l'importance de ce risque-là, et l'importance, on ne soulève pas pour rien, c'est les taux de décès, les taux d'incapacité, ce qu'on appelle les incapacités permanentes ou partielles, c'est les handicaps et les éléments dans ce genre-là. Ça, c'est des taux qui sont très élevés vis-à-vis des accidents de la route. C'est pour ça qu'on sensibilise sur le risque routier, parce que c'est un risque beaucoup plus important et qui est très souvent sous-estimé, comme c'est écrit ici. Ce qu'on a essayé de vous présenter, c'est à la fois l'aspect un petit peu réglementation et à l'aspect démarche de prévention. C'est-à-dire qu'en reprenant le PowerPoint, se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise ou quels sont les points que je peux questionner pour avoir des moyens de prévention en plus. Donc, qu'est-ce que je fais déjà bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer, sachant que, comme tout service de santé au travail, si jamais vous avez besoin qu'on vienne, si jamais vous avez des questions sur un type de sécurité, si jamais vous voulez qu'on vienne faire un diagnostic ou une sensibilisation, n'hésitez pas à revenir vers nous, sachant qu'on vous enverra le diaporama de toute façon. Vous aurez nos adresses mail et vous aurez l'adresse mail de M. Moya de Centaure. Et le PowerPoint, il sera dedans. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter cela. Donc là, on arrive à la fin. On va rester encore connecté 10 minutes, un quart d'heure. Si jamais vous avez des questions que vous pouvez faire en audio, n'hésitez pas à activer votre micro et à poser vos questions. Je vais regarder dans l'onglet discussion. Effectivement, c'est l'instant de discussion. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et puis, Michael Moya de Centaure pourra également participer pour répondre aux questions. Soit vos questions, vous pouvez les mettre dans discussion, dans QR, ou vous pouvez les poser directement un par un. On est là encore 10 minutes, un quart d'heure. On reste là pour les questions de. N'hésitez pas. Les modèles d'attestation à faire remplir aux salariés, pour moi, de ce que j'avais vu, vous tapez attestation permis de conduire sur Internet et vous en trouvez des toutes faites, mais ça peut être très très simple. Ça peut être j'atteste sur l'honneur que j'ai encore mon permis. Vous mettez un petit peu, on va dire, le logo de votre entreprise, le nom du salarié. Il n'y a pas besoin de faire 15 pages, c'est vraiment quelques lignes, c'est tout. En gros, j'atteste sur l'honneur être toujours titulaire de mon permis de conduire et je m'engage à informer mon employeur de toute perte de permis de conduire.
Mais effectivement, comme l'a dit Kevin, si vous tapez attestation sur l'honneur, permis de conduire sur Google, vous trouverez facilement des modèles d'attestation. La différence entre un accident de trajet et un accident de mission, on l'avait déjà un petit peu dit. Déjà d'une, c'est pas pris, on va dire, en compte de la même manière. Accident de trajet, c'est pris en compte, on va dire, côté sécurité sociale. Accident de mission, c'est de l'accident de travail. Un accident de mission, c'est pendant mon temps de travail. Si par exemple, je vais en entreprise, là par exemple, si je suis venu ici pour faire le webinaire, si j'ai un accident de voiture pendant ce moment-là, c'est un accident de mission, c'est-à-dire c'est un accident de travail. Par contre, si le matin, je pars de chez moi pour aller jusqu'au travail, si j'ai un accident, c'est un accident de trajet. C'est-à-dire que ce n'est pas on va dire, durant mon temps de travail, quoi. Mais dans les deux cas, c'est déclarable auprès de la sécurité sociale. Mais l'impact sur le taux de cotisation à TMP que votre entreprise verse tous les ans à la CRAMIF, ça aura un impact différent. L'accident de trajet ne vous est pas imputable en fait sur l'aspect financier, quoi. C'est indirectement. Alors pour les attestations de permis de conduire, moi j'en ai toutes prêtes. S'il y en a qui veulent donc des attestations, je vais mettre mon adresse mail dans l'onglet de discussion, vous m'envoyez un mail et en retour, je vous envoie ça. Sur le trajet domicile-travail et autres, pensez bien aussi, parce que l'accident de trajet, c'est vraiment quelque chose de très, très bordé. Hein. Il s'agit du trajet… alors, il y a plein d'idées reçues en fait, sur ça. Il y a des gens qui pensent que c'est le trajet le plus court, il faut que ce soit toujours le même, etc. Si je m'arrête à la boulangerie, est-ce que c'est encore considéré? En fait, c'est un trajet habituel. C'est-à-dire que si tous les jours, en sortant du travail, vous allez récupérer vos enfants, donc vous faites bien un arrêt, vous récupérez vos enfants, vous remontez dans votre voiture et ensuite vous rentrez chez vous, et bien là, on est encore sous la coupe de l'accident de trajet parce qu'on est sur une habitude, sur des besoins qu'il faut. Ensuite, ce ne sera pas considéré comme accident de trajet, c'est si, je ne sais pas, vous partez à des horaires inhabituels, hors accord avec la direction, et que vous faites un détour, je ne sais pas, vous allez à la salle de sport, vous faites 1 heure de sport et ensuite vous rentrez chez vous, là, il n'y a plus la coupe de l'accident de trajet, et même si c'est une habitude. Donc, il y a plein de nuances, mais comme Julien le soulignait, c'est plus avec l'impact sur avec la CRAMIF et les cotisations où il y aura un impact, et pas que, parce que gardez bien en tête que au-delà de tout ce qui va être cotisation et tout, un salarié qui n'est pas disponible, c'est une réorganisation du temps de travail. Ça peut alourdir la charge de travail du reste de l'équipe, impliquer une nouvelle embauche, qu'elle soit temporaire ou autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de répercussions sur ce type de problématique. Un des moyens de prévenir le risque d'accident de trajet, c'est également c'est le télétravail, puisque quand on fait, pour les professions qui le permettent, évidemment, mais le fait de télétravailler, on reste à domicile, et donc il n'y a plus ce trajet domicile-travail, et donc ça limite le risque d'accident de trajet, tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. On m'a posé midi, je prends la voiture, c'est pour ça que j'ai… ce sera considéré comme un accident de trajet pendant la pause de midi. Si je prends ma voiture et que je vais manger dans un resto et que j'ai un accident, c'est pendant ma pause, en fait, c'est de l'accident de trajet. C'est de l'accident de trajet. Et là, je dirais même peu importe le restaurant dans lequel vous allez, même si ce n'est pas le même restaurant où vous allez tous les jours. C'est pendant votre pause déjeuner et ce sera considéré comme de l'accident de trajet. En règle générale, en fait, même si vous arrivez à un accident comme ça, vous le déclarez. Et de toute façon, la sécurité sociale pourra… Après, c'est la sécurité sociale qui tranchera si c'est accident de trajet ou accident de travail, etc. Oui, ils peuvent recadrer les déclarations. N'hésitez pas à vous poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des choses qui les connaissent. On a 26, 27. Après, on reste connecté pendant encore 5-10 minutes si vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions. Mais merci d'avoir participé au webinaire. Et comme je vous dis, si jamais vous avez des besoins au niveau risque professionnel et risque routier, parce que là, c'est un webinaire sur le risque routier, n'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes, que ce soit diagnostic, sensibilisation, même des questions. De toute façon, il y aura nos mails et la présentation, on vous l'enverra.
Oui, pour ceux. Oui, ça sera diffusé par mail. Oui, je vous enverrai ça par mail demain matin, normalement. Donc, pour faire un peu la pub du service prévention de la MET, donc il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément connaissance qu'un service de santé au travail, ce n'est pas que le suivi médical des salariés, mais c'est aussi des actions de prévention. Donc, on a un service prévention où il y a des techniciens en génie sécurité, donc Kevin et moi, mais on a aussi des ergonomes, un toxicologue, une assistante sociale, une psychologue du travail, une charge de PDP, etc. Et donc, on peut intervenir, vous aider, vous accompagner sur des démarches de prévention sur l'ensemble des risques professionnels auxquels vos salariés peuvent être exposés au cours de leur travail. Excusez-moi, pour vos interventions, vous parliez d'un nombre de salariés pour faire une intervention. Vous avez un nombre limite pour, par exemple, sur le risque routier? Non, si on fait des sensibilisations, il n'y a pas vraiment un nombre limite. En règle générale, on n'est pas une limite de nombre, mais c'est histoire d'avoir un groupe où on puisse avoir un peu de discussion sans qu'ils soient trop nombreux. Par exemple, si vous avez une salle, si vous mettez 30 salariés, ça ne pose pas plus de soucis. Voilà, après, on s'adapte au nombre de salariés qu'il faut sensibiliser. Mais effectivement, si vous avez 50 salariés à sensibiliser, on ne va peut-être pas faire les 50 en même temps. Voilà, on va peut-être faire pour 2 ou 3 groupes. Voilà, c'est plus. Moi, il m'est déjà arrivé de faire une sensibilisation à seulement des salariés. Donc, on n'a pas. Voilà. Et autre question, excusez-moi, vous vous déplacez si on a des sites un petit peu excentrés du site principal? Mortefontaine, dans l'Oise. Parce qu'on a un site, moi j'ai un site, on a un site où en fait ils font des essais sur piste. Non? D'accord, il faut les faire venir ici. OK. Ouais. Non, par contre, si jamais vos salariés sont rattachés à un service de santé au travail dans l'Oise… Non, ils sont rattachés ici. Ils sont rattachés à celui d'ici. Ils sont suivis par la MET. Oui. Oui, c'est en fait, on fait des essais sur piste et c'est un centre, c'est un lieu où ils font les essais, mais ils sont en permanence. Voilà, ils essayent des freins sur des voitures, mais sur piste. Donc, ils ne peuvent pas le faire ici. D'accord, OK. Ils sont rattachés. Mais on peut les faire venir ici, si jamais vous ne pouvez pas aller. Oui, voilà. Après, si vous avez, par exemple, une salle de formation adaptée dans vos… Après, parce que votre siège social, il est où? À Drancy. À Drancy. Donc, effectivement, c'est après, si vous avez une salle de réunion suffisante à Drancy, donc on peut venir chez vous à Drancy. Okay. Là, c'est dans notre périmètre géographique, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. De rien. Et après, au besoin, Julien, nous, on a donc un centre dans le Val d'Oise, qui n'est pas très loin de Mortefontaine. Si vous avez besoin d'une salle pour ça, vous m'appelez. Moi, je vous mets une salle à disposition sur le centre Centaure du Val d'Oise. Ah, c'est très gentil. Merci, Mickaël. Donc, à étudier, effectivement. Enfin, nous, on a aussi de quoi vous recevoir. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin au webinaire. En tout cas, merci d'avoir été présent jusqu'à la fin. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, comme je l'ai indiqué, demain, normalement, matin, je vous enverrai par mail le fichier de la présentation. Et de toute manière, après, en copie, il y aura donc les mails de Mickaël Moya et de Kevin Sédélec, si vous avez besoin de les contacter.